Midi et place donc à lire la politique avec Luce Perrault. Alors nous allons lire la politique et lire un peu l'économie également, puisque l'ouvrage de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli, comme vous l'avez bien sûr rappelé, vient d'obtenir, il est lauréat du prix du livre d'économie. Donc c'est un livre formidable où on voit vraiment sous nos yeux, comme l'expliquent Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli, on voit défiler ce que l'on a ressenti, mais qu'on ne comprenait pas, on n'arrivait pas à mettre les images ou les mots sur les phénomènes. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, donner à voir aux Français, Jérôme Fourquet ? Bonjour Luce Perrault, merci pour votre invitation. Donc le propos, l'ambition de ce livre, de ce projet avec Jean-Laurent Casselli était double. Le premier objectif, c'était de raconter, à la façon d'un long reportage ou d'un film, puisqu'on s'accorde beaucoup d'importance aux paysages et aux images, les transformations très profondes que la société française avait vécues depuis, en gros, le milieu des années 80 jusqu'à nos jours. Ce qu'on a appelé la période de grand... Juste après les 30 Glorieuses. Voilà, après les 30 Glorieuses, et voilà, donc c'est un rémi qui se termine dans les milieu des années 70. Et puis à partir du milieu des années 80, il y a d'autres processus qui s'enclenchent. C'est ce que nous avons appelé la grande métamorphose. Et puis le deuxième objectif du livre était aussi de dresser un panorama le plus exhaustif possible du produit qui était sorti de ce cocon et de cette chrysalide de la grande métamorphose. C'est ce qu'on a appelé la France d'après. Et cette France d'après, c'est celle dans laquelle on vit. C'est pas l'après-Covid, ça n'a rien à voir. C'est après la métamorphose. Donc c'est cette France contemporaine qui, par de très nombreux aspects, diffère très sensiblement de celle qui prévalait, de celle qui existait, de celle dans laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi jusqu'au début des années 80 et qui s'est, sous leurs yeux, métamorphosée. Donc raconter la transformation et puis rendre compte de l'état du paysage, dans tous les sens du terme, contemporain dans lequel on évolue quotidiennement. Alors justement, tous ces changements, on va commencer par le changement économique. Vous expliquez que la France industrielle, héritage donc des 30 Glorieuses, est devenue la France des loisirs. Et alors la conséquence de ça, les conséquences sont multiples. Donc il y a la fin d'une France ouvrière. Les classes sociales en sont bouleversées. Et pour expliquer tout cela, vous analysez ce qu'est devenu la classe ouvrière et la classe moyenne, ceux des ouvriers spécialisés qui, justement, faisaient tourner ces usines, disparaissent. Alors là, on commence par l'économique parce qu'on pense que c'est quand même ces transformations, ces mutations qui ont entraîné en cascade le reste. Énormément de choses, qu'il s'agisse, comme vous le rappelez, des changements de visage des catégories sociales. Les catégories modestes et populaires ne se sont pas évaporées, elles sont toujours là, mais elles habitent plus au même endroit, elles font plus les mêmes métiers, elles ont plus les mêmes valeurs, les mêmes représentations. Changement de modèle économique, c'est aussi une redistribution des cartes, si je puis dire, c'est le cas de le dire, sur le territoire. Et donc, nous sommes passés, en fait, s'il fallait résumer, d'une économie organisée autour de la production, avec, on pense bien évidemment à l'industrie, mais également l'agriculture, sur nos côtes, la pêche, à une économie de la consommation, du tourisme et des loisirs. Si on devait retenir un moment charnière, parce que tout ça, c'est un processus, ça s'est fait sur 40 ans. On pourrait prendre le printemps 1992. Qu'est-ce qui se passe au printemps 1992 ? Eh bien, ici, en Île-de-France, le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de Renault-Billancourt, qui était la citadelle ouvrière, la forteresse ouvrière, qui a fasciné beaucoup de gens. Et qui quand Billancourt bouge, la France tousse. Voilà, quand on s'enrhume, la France tousse. Voilà. Et donc, c'est Jean-Paul Sartre qui, en 68, vient haranguer les ouvriers en grève à Billancourt sur un bidon. Donc, le 31 mars, c'est la fermeture de cette usine. 92, c'est il y a 30 ans. Et donc, pour le plus jeune public qui nous écoute, ça veut dire qu'aux portes de Paris, à l'île Seguin, il y avait encore une usine de taille très importante il y a 30 ans. Et puis, 12 jours plus tard, le 12 avril 1992, c'est l'inauguration de ce qu'on appelait à l'époque Disneyland Paris, qui s'appelle Euro Disney, qui s'appelle maintenant Disneyland Paris. Disneyland Paris, aujourd'hui, c'est, hors période Covid, 15 à 16 000 emplois. C'est le premier employeur monosite sur un seul site de France. Et donc, c'est une locomotive économique de première importance. Et donc, on voit là, de manière symbolique, comment on est passé d'un monde à un autre, avec des conséquences, comme on l'a dit, en cascade.
l'ouvrier d'usine a été remplacé par, ou le métallo a été remplacé par l'ouvrier qui travaille aujourd'hui dans les énormes entrepôts logistiques, ce que nous avons appelé la France Amazon, en périphérie de nos villes. Et donc le bleu de travail a été remplacé par le gilet jaune, en fait. Le cheminot a été remplacé par le chauffeur routier. Il y a 400 000 chauffeurs routiers aujourd'hui, puisque cette France industrielle, elle tournait, elle était organisée autour du chemin de fer pour acheminer les marchandises. Aujourd'hui, la fin du fret. Voilà, aujourd'hui, dans une société de la consommation, du juste à temps, eh bien, pour approvisionner tous ces magasins, pour livrer, selon la nouvelle norme, le consommateur à J+1, le moyen le plus efficace, c'est le camion, puis la camionnette. Et donc, on a tous ces métiers de la nouvelle économie logistique qui se sont déployés et qu'on a vu. On a vu leur visage sur les ronds-points. Donc les classes sociales n'ont pas disparu, mais elles se sont transformées. Le syndicalisme s'est effondré également. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. De l'importance majeure de la CGT. Tout à fait. Hein, dans sociologie, on parlait des grandes concentrations ouvrières qui étaient propices au développement du syndicalisme ouvrier, du vote à gauche pour le Parti communiste. Et donc tout cet imaginaire-là a été chamboulé en quelques décennies seulement. Et donc, c'est une des conséquences majeures. Alors, quand on est en fait collectivement prisonnier d'images rétiniennes qui nous collent au cerveau, puisque quand on parle de désindustrialisation, on a en tête les charbonnages dans le Nord, le textile également dans le Nord-Pas-de-Calais, ou la métallurgie en Lorraine. Et donc, on s'est dit, en fait, tout ça, le désastre est arrivé à la fin des années 70, et puis après, on est passé à autre chose. Sauf que la désindustrialisation ne s'est jamais arrêtée depuis. Et d'après les décomptes sur lesquels on a pu s'appuyer, qui ont été faits par le cabinet Trendéo, sur la seule période 2008 à nos jours, 2008 c'est la dernière grande crise économique, la France a perdu 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Donc ce processus de désindustrialisation ne s'est jamais arrêté, et il a été très violent dans les années 70, mais la poursuite de ce phénomène a abouti au fait qu'aujourd'hui l'industrie pèse tout au plus 10 à 12% de notre produit intérieur brut, contre un quart en 1980. On n'a même pas été capable d'avoir des masques, de les fabriquer. Alors, ça, c'est un exemple que la France a découvert tout d'un coup. Alors, beaucoup de nos concitoyens, de manière plus ou moins consciente, étaient sensibles à cette thématique de la désindustrialisation, mais ils l'ont touché du doigt à l'occasion de la crise Covid. Alors, vous avez tout à fait raison, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'usines capables de fabriquer des masques respiratoires. Sur le plan de la recherche, nos grands laboratoires n'ont pas trouvé de vaccin tricolore. Et puis, assez rapidement, on s'est aperçu aussi, dans les hôpitaux ou ailleurs, que les médicaments étaient plus fabriqués chez nous. Le paracétamol... les fameux aspirine midi. Plébiscité par nos concitoyens. Aujourd'hui, il n'y en a plus 1 gramme qui était fabriqué en France. Et donc, on voit en fait que ce n'est pas que le textile, la navale ou la sidérurgie, c'est des pans entiers de notre tissu industriel. Et qui était leader en plus. Et qui était leader. Et on s'interroge, parce que je parlais tout à l'heure de Billancourt. Billancourt, c'était aux portes de Paris, donc les terrains avaient de la valeur, et puis il se passe beaucoup de choses en Île-de-France, mais dans beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'activité touristique, qu'est-ce qui reste quand l'usine a fermé ? Vous donnez un exemple formidable, c'est la paupérisation de la ville de Tonnerre. Voilà, alors Tonnerre... on suit exactement le phénomène. Donc voilà, Tonnerre, c'est une petite ville... en Bourgogne, dans le département de l'Yonne, quelques milliers d'habitants, et historiquement, il y avait une grande usine Thomson, avec 2000 ouvriers, 2000 salariés, qui ferment ses portes, avec les quelques sous-traitants qui suivent derrière. Comme souvent dans cette France périphérique, il y avait d'autres unités industrielles, il y avait un atelier de confection Petit Bateau, par exemple, et alors qui n'était pas forcément lié à Thomson, mais tout ça a périclité en l'espace d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, et aujourd'hui, à Tonnerre, comme dans nombreuses villes moyennes françaises qui ne sont pas situées en zone touristique, la grande surface du coin ou l'hôpital deviennent les premiers employeurs. Et donc on comprend aussi pourquoi les mobilisations sociales sont si fortes quand il s'agit de fermer une maternité ou un hôpital. Bien évidemment, il y a un élément de fierté. C'est notre hôpital, c'est notre ville. Bien évidemment, puis de proximité aussi. Bien évidemment, les gens se disent, si je dois faire 50 km pour me faire soigner ou pour que ma femme accouche, ou moi-même si je dois accoucher, c'est compliqué. Et puis, c'est aussi un pourvoyeur d'emploi. Et dans ces endroits-là, on a les mêmes mécanismes qu'on connaissait hier dans l'industrie, c'est-à-dire que
on faisait rentrer le fiston, le neveu ou le cousin à l'usine. Aujourd'hui, pour les emplois non qualifiés, c'est à l'hôpital que ça se passe. On va faire rentrer le brancardier, le jardinier, la personne de la cantine, etc. Et donc, si l'hôpital est amené à péricliter, déjà qu'il n'y a plus d'usine, eh bien, c'est un débouché professionnel qui s'effondre. Et donc, on voit bien comment cette société française s'est transformée en profondeur. Et comme par hasard, c'est souvent dans ces endroits-là que le mouvement des Gilets jaunes a été le plus intense. Oui, mais par exemple, ça se transforme pas toujours en paupérisation. Non. Vous prenez l'exemple de la Ciotat, voilà. où là, c'est la gentrification, au contraire, ou le Perche. Voilà, alors, il y a ce que je disais tout à l'heure, dans ces villes moyennes qui n'ont pas la chance soit d'être à proximité d'une grande métropole, soit dans une zone touristique, soit au bord de la mer, c'est très compliqué. Mais d'autres peuvent réussir leur reconversion. Et donc, on prend, et c'est Jean-Laurent Casselli, mon co-auteur qui connaît bien cette ville, il prend l'exemple de La Ciotat, où il y avait des grands chantiers navals qui, là aussi, ont fermé leurs portes. Alors, une partie a été conservée pour s'occuper de réparer, entretenir les yachts des milliardaires. Donc, c'est marrant, parce que c'est une ville communiste, La Ciotat, mais donc aujourd'hui, le chantier naval s'est reconverti dans la plaisance de luxe. Et puis, comme on est aux portes de Marseille, et on a les pieds dans l'eau, puisqu'il y a la Méditerranée juste à côté. En bas, il y a les plages. Eh bien, la ville a retrouvé le nombre d'emplois qu'elle avait à l'apogée des chantiers, mais dans des secteurs économiques qui sont très différents. Le tourisme, l'hôtellerie-restauration, le BTP, parce qu'on construit beaucoup, les activités de service à la personne. Et donc, on a une mutation. Alors, les votes s'en suivent. Le vote communiste s'est effondré, d'autres votes ont pris la place. Les paysages ont transformé, mais même les paysages sonores, on a retrouvé des témoignages. Genre, comme le chantier était au cœur de la ville, dans le port, les gens disaient la ville vivait véritablement au rythme des chantiers, c'est-à-dire qu'il y avait la sirène, il y avait tout, qui rythmait les entrées et les sorties des équipes. Il y avait aussi, bien évidemment, le bruit, parce qu'il y avait du traitement de la ferraille, oui. etc., etc. Il y avait les lancements des bateaux. Il y avait également un centre d'apprentissage. Puis il y avait une tradition. Et il y avait une culture, etc. Et donc, c'est tout cet univers-là qui s'est effondré. Donc, on a vu, par exemple, que le centre d'apprentissage existe toujours, sauf que historiquement, il formait des chaudronniers, des soudeurs, etc. Donc, il y avait aussi la transmission de l'appartenance à une identité ou un monde ouvrier. Et aujourd'hui, toutes les formations sont des formations tertiaires. Force de vente, BTS touristique, etc. Et même, de manière un peu grinçante, on relève que... gastronomie. Voilà, on relève que ce centre d'apprentissage s'enorgueillit d'être le seul de la Côte d'Azur à proposer une formation de toilettage canin. Hein, vous voyez, donc il y a 40 ou 50 ans, les enfants des métallos apprenaient le métier de métallurgiste ou autre. Et aujourd'hui, leurs petits-enfants, certains d'entre eux, certaines d'entre elles plus souvent, deviennent toiletteurs canins. Donc c'est la France d'après. Et donc on voit bien que tout ça façonne les imaginaires et a des conséquences en cascade. Et des conséquences qui impliquent un changement de vie aussi des Français. Ça, c'est aussi... on ne fait plus ses courses au centre-ville, on ne connaît plus son crémier ou son boucher. Ce sont les hypermarchés qui fournissent, qui sont là. Tout à fait. Ça s'est encore beaucoup plus senti et vu pendant la crise sanitaire. Et puis, il y a ces villages de marque, il y a tout ça. Et puis, ça, en plus de ça, on ne se nourrit plus de la même façon. La vie des Français a complètement basculé. On est passé de la blanquette au tacos. Voilà, alors là, il y a plusieurs phénomènes dans ce que vous décriviez. Donc quand on dit le changement de modèle économique, donc on a vu l'adieu à l'industrie, et on a deux secteurs qui ont économiquement pris le relais. Il y en a d'autres, mais deux secteurs très importants. Donc d'une part, la grande distribution, et d'autre part, le secteur de la logistique. On parlait des chauffeurs routiers, des plateformes. Donc, à la fois pour desservir ces points de vente, mais aussi pour desservir le consommateur final, comme on dit, en faisant la livraison à domicile. Ce secteur de la grande distribution, il existait déjà au moment quand Georges Perec écrit Les choses. On est en 65. On est déjà dans la société de consommation. Mais à l'époque, la France compte 2000 grandes surfaces. On en a 12 000 aujourd'hui. Donc dans le livre, on prend l'exemple d'Intermarché. La France du caddie. Voilà, et du parking. Et donc du rond-point, de la zone commerciale. Intermarché, c'est 300 magasins en 1980. Il y en a 1800 aujourd'hui.
pendant la décennie 80-90, ils ont fait sortir de terre en moyenne 2 magasins par semaine. 2 magasins par semaine, pendant 10 ans. Et donc, ils ont transformé nos vies et le paysage avec toutes ces zones commerciales de périphérie qui ont poussé comme les champignons après la pluie. Le navire et tout ce qui s'installe autour. Alors, le navire amiral, c'était le super ou l'hypermarché. Et puis ensuite, tout le monde de la franchise. Tous ces magasins, Voilà. toutes ces enseignes qu'on retrouve d'un bout à l'autre du territoire avec exactement la même esthétique. On a 80 000 franchisés en France qui ont colonisé toutes ces sorties de ville. Et aujourd'hui, le cœur battant économique, mais aussi culturel de nos vies, ce sont, pas forcément en Île-de-France, mais partout ailleurs en France, ce sont ces zones commerciales de périphérie. D'ailleurs, dans les villes moyennes surtout. Voilà, et grandes. Les Gilets jaunes ne s'y sont pas trompés quand ils se sont mobilisés. C'est sur ces ronds-points qui commandent l'entrée dans ces lieux-là qu'ils se sont rendus compte, donné rendez-vous. Parce qu'à côté de la grande surface, le second grand aimant qui a attiré les flux commerciaux et de déplacement vers ces zones, c'était les grands cinémas multiplex. Il y en a 200 en France. Alors, certains dans le cœur des villes, mais beaucoup en périphérie. Beaucoup en périphérie. Et qui ont donné à ces zones commerciales un supplément d'âme. C'est-à-dire, on ne vient pas uniquement faire ses courses, on vient se distraire en famille, on va regarder un film, et puis après, on va aller manger le tacos, le McDo, au Buffalo Grill, le Buffalo Grill, faire un laser game ou une partie de bowling dans ces gigantesques zones commerciales qui ont complètement reconfiguré la France, qui s'est transformée en une espèce de gigantesque zone de chalandise. Jérôme Fourquet et Luce Perrault, on va marquer une petite pause avec donc une petite page de pub, et puis dans un instant on reviendra pour évidemment continuer à parler de la France sous nos yeux aux éditions du Seuil. RCJ. Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. Vous avez un projet d'Alia? Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedidout. Le Keren Layedidout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les 6 premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren Layedidout. Keren Layedidout 01 83 80 95 55 et yedidout.org. Vous êtes toujours au cœur de Lire la politique avec Luce Perrault. Elle reçoit Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, pour son ouvrage avec Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux. Donc nous évoquions tous ces changements de vie des Français, changement économique, changement du paysage urbain, changement du travail. Et il y a aussi toutes ces influences étrangères qui maintenant semblaient évidentes. On se fait son plateau de sushi, on se fait livrer sa pizza, on va au drive-in chercher ses McDo ou ses Kentucky Fried Chicken. Et puis il y a les mangas à la place des bandes dessinées, Nintendo qui a changé la vie des adolescents. L'influence américaine sur le plan, non seulement sur le plan du McDo et du Coca-Cola, et tous ceux que je viens de citer, mais aussi avec une influence culturelle énorme. Oui, alors en fait, on a essayé de se livrer à une espèce de coupe géologique des différentes influences culturelles, vous voyez, qui se sont sédimentées au fil du temps. Alors, on a la vieille roche-mère qui affleure encore un peu de temps en temps, qui n'est pas en très bon état, qui est la vieille matrice catholique. On a dans certains endroits encore un vernis de couche régionale. Et puis ensuite, alors de manière plus ou moins ancienne, mais accélérée ces dernières décennies, le dépôt de couches culturelles d'influence étrangère. Donc, vous avez parlé de l'influence américaine, alors on a appelé ça la couche yankee, nous, elle est très épaisse. Je reviens sur mon exemple de Disney, évoqué tout à l'heure. On parle beaucoup dans cette campagne électorale d'identité nationale. Bon, une identité, c'est des valeurs, des lieux,
incarner des expériences communes, des références qu'on a en partage. Si vous interrogez les 18-35 ans, c'est-à-dire la génération qui a grandi dans cette France d'après, et qui est née au moment ou après l'ouverture de Disney. Oui. Cette jeunesse française, globalement, qu'elle habite à Perpignan, à Brest ou à Lille, 75% d'entre eux, au moins une fois dans leur vie, sont allés chez Disney. Oui, mais d'ailleurs, il y a 75%. des lignes spéciales de chemin de fer pour arriver chez Disney. Et donc, si on voulait faire un peu de provocation, on pourrait dire, voilà, 3/4 de la jeunesse française a accompli au moins une fois dans sa vie le pèlerinage chez Disney. Donc on est dans un univers culturel qui façonne. Si je reste sur l'influence américaine, si je reprends toujours cette tranche des 18-35 ans, 50% d'entre eux vont au moins une fois par mois chez McDonald's. 51% d'entre eux. On peut appeler une génération McDo. Il y en a 80% qui vont quelques fois dans l'année. 50% au moins une fois par mois. Combien boivent du coca? Alors coca, c'est proportion très importante également. Et vous avez aujourd'hui 1600 restaurants McDonald's en France. McDo a la France comme deuxième marché mondial après les États-Unis. Alors le steak frites? Alors le steak frites, lui, fait de la résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a cette superposition des couches. Donc j'ai parlé de la couche américaine, la couche yankee. Vous avez évoqué, Luce, les sushis ou les mangas, l'influence plus récente de la culture japonaise, mais qui n'est pas complètement décelable par des gens d'un certain âge, mais qui est massive parmi les moins de 35 ou les moins de 50 ans. Vous vous souvenez qu'au sorti du confinement, le premier, le gouvernement s'était porté au chevet de la jeunesse et avait voté la mise en place d'un pass culture pour permettre aux jeunes d'aller au cinéma, au théâtre, d'acheter des livres. Bon, et chez les libraires, ce dispositif a reçu un surnom, c'est le pass manga. Beaucoup de jeunes sont allés acheter pour 300 € de manga. Et de la même manière que la France est le deuxième marché au monde pour McDo, la France est le deuxième marché au monde après le Japon pour les mangas. Donc on voit comment tout ça a très fortement façonné les esprits. Au parc des expositions de Villepinte, en région parisienne, quand il n'y a pas de meeting politique, la vocation première, c'est d'y organiser des salons professionnels ou des salons et expositions. Chaque année, hors période Covid, on a un salon qui s'appelle le Japan Expo. Comme son nom l'indique, il est dédié à la promotion de la civilisation et de la culture japonaise. Le Japan Expo, c'est le 3e salon le plus visité en France, après le salon de l'agriculture et le mondial de l'auto. Donc on voit l'influence de cette couche japonaise. Et puis, on a également une couche d'influence maghrébine ou islamique, musulmane. Le couscous. Alors, il y a le couscous, mais vous voyez le développement des kebabs, la France des kebabs, très important. Dans l'univers qui n'est pas uniquement celui de l'alimentation, les bars à chicha qui se sont mis à prospérer un peu partout en France. Et puis, vous aviez évoqué tout à l'heure, Luce, le tacos français. Le tacos français, c'est un très bon exemple du fait que, certes, ces couches se superposent, mais qu'en même temps, ces influences s'hybrident et se mélangent. Alors, le tacos français, pour très nombreux auditeurs qui n'ont pas eu le plaisir encore de savourer un French tacos, comme on dit, eh bien, comme son nom l'indique, c'est d'influence d'origine mexicaine, mais ça a été revisité dans une banlieue française. Alors, comme c'est un produit maintenant phare, il y a une bataille sur l'origine légendaire du French tacos. Donc, il y a un derby, comme souvent en France, entre Lyon et Grenoble. Pour savoir est-ce que c'est dans une banlieue de Lyon ou de Grenoble que le tacos français est né. Donc, a été revisité par... Lyon, c'est grave. Voilà, par des jeunes d'origine maghrébine, donc qui ont revisité ça, le tacos mexicain à la sauce Maghreb. Et puis, comme on est en France, on a ajouté la sauce fromagère pour faire bon poids. Et donc, vous avez aujourd'hui un produit qui s'appelle le French tacos, qui est très apprécié des jeunes générations. Contrairement au kebab, il a été franchisé. Il y a une chaîne qui s'appelle Otacos, 400 points de vente en France. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Otacos, aujourd'hui, s'implante à l'étranger parce que le French tacos est devenu un produit emblématique de la gastronomie de la France d'après. Alors, pour rassurer Luce, on mange encore le steak frites et la blanquette en France, surtout le steak frites. Et un des succès de McDo, c'est aussi qu'il a su, quelque part peut-être, se mettre, sans jeu de mots, à la sauce française. C'est-à-dire qu'on a créé des cafés, on a ajouté des
des ingrédients qui étaient typiquement français, etc., etc. Oui, il n'y a pas que le ketchup, il y a la moutarde. Il y a la moutarde, etc. Et donc, tout ça s'hybride très fortement, et ça peut donner parfois des images assez déroutantes ou sidérantes. Je vais vous prendre juste un exemple. Les vacances... il y a quelques mois maintenant, donc je n'étais pas à Ibiza, j'étais en Bretagne, et donc je tombe sur deux publicités des deux journaux locaux, Ouest France et le Télégramme de Brest. Et donc Télégramme de Brest, la manchette c'était tacos, les Bretons en raffolent. Donc on était à côté de Perros-Guirec, et Ouest France répondait en disant Lannion, ouverture d'une école de tatoueurs. Et donc on était bien là dans la Bretagne d'après, c'est-à-dire que vous allez en Bretagne, vous pouvez encore manger des crêpes, boire du cidre. Et la crêpe qui entoure le tacos. Alors voilà, est-ce qu'elle est sarrasine ? Elle peut être au sarrasin, voilà. Et donc vous voyez comment tout ça s'hybride. C'est-à-dire qu'il y a des survivances de culture régionale, culture locale, et tout ça est reconfiguré en permanence, et ce qui donne parfois des images, des paysages ou des références assez déconcertantes. Très déconcertant. Justement, il y a aussi, et malheureusement il va nous falloir conclure là-dessus, les paysages, les vrais pays, enfin, je veux dire ce qu'on appelait la culture du paysage, la culture du jardin, la culture des espaces publics. Ces périphéries sont devenues hideuses, en règle générale. Les ronds-points n'ont rien arrangé parce qu'ils sont entourés en principe de McDo, de Kitchen, de Kentucky Fried Chicken et autre chose. Les éoliennes pourrissent la traversée de la France quand on va du nord au sud ou d'est en ouest. Et la France reste quand même la France de la voiture, c'est le moyen préféré de transport des Français. Qu'est-ce qui va se passer avec ça ? Parce qu'on avait la culture du beau. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, Montreuil, les murs de pêche, c'était quelque chose de magnifique. Donc, tout ça disparaît. Alors, il reste quand même... cher Luce, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont protégés. Heureusement, il y a eu des lois pour ça. Il y a des zones agricoles, on voit les zones de littoral également. On voit aussi, c'était une tendance qui existait déjà avant le Covid, mais qui a été amplifiée, qu'un certain nombre d'habitants des grandes villes, souvent avec un pouvoir d'achat important, optent soit pour la birésidence, oui, soit pour une résidence secondaire dans laquelle ils vont séjourner de temps en temps. Et donc tout ça vient doper, alors ça pose plein de problèmes sociaux, vient doper le marché immobilier dans plein de régions françaises, notamment des zones rurales. Alors il y a un côté positif, c'est qu'une partie des natifs, si je puis dire, peuvent vendre leurs biens immobiliers à bon prix. L'autre aspect positif, et pour aller essayer de vous rassurer, c'est que en général, ces gens qui arrivent là, ils ont un certain pouvoir d'achat, donc ils embellissent les villages ou autres, ils restaurent en disant... Vous pouvez aller dans certains endroits en disant avant c'était que des vieilles pierres, tout a été retapé. Je connais bien. Voilà, c'est magnifique. Les Alpes de Haute-Provence, voilà, par exemple. L'aspect moins réjouissant, c'est que les enfants natifs ou les jeunes couples aujourd'hui n'ont plus les moyens de suivre. Se loger, oui. Et on voit que ce qui existait en Corse se développe aujourd'hui au Pays Basque, et on l'a entendu dans la dernière campagne régionale en Bretagne également. C'est-à-dire qu'il y a des demandes porté par des politiques d'un statut de résident. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là depuis X mois ou X années, vous n'avez pas là accès au foncier. Parce qu'aujourd'hui, vue mer, comme on dit, vue sur mer, y compris dans des zones qui n'étaient pas forcément les plus... smart. Ouais, ou les plus méridionales de France, ça devient un véritable... toute la côte atlantique. Voilà, ça devient un véritable luxe. Donc, il y a certaines enclaves, à ce qu'on appelle la France triple A, où il y a un très forte attention au cadre de vie. Et oui, tout ça est celle qui rêve de faire carrière à Silicon Valley et pas au Parlement. Voilà. Et puis, on a toute cette France périphérique qui est moins plébiscitée. On l'illustre pour vos auditeurs avec une carte qui est inédite. On est allé regarder les 35 000 pages Wikipédia des 35 000 communes, et on a été regarder celles qui étaient les plus cliquées, les plus désirées. Et donc, on a cette France de l'inégale désirabilité des territoires. Donc on voit la France qui brille, la France triple A, puis la France de l'ombre, et puis ensuite il y a 50 nuances, avec notamment cette France des ronds-points, des périphéries, qui effectivement, sur le plan de l'urbanisme et de l'esthétique, n'a pas forcément été Ce n'est pas les châteaux de la Loire.
Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Jérôme Fourquet, c'est avec votre co-auteur Jean-Laurent Casselli, La France sous nos vieux. Vous nous faites comprendre comment notre économie, comment les paysages français, comment nos nouveaux modes de vie se sont installés. C'est un ouvrage indispensable pour comprendre votre pays, notre cher et vieux pays. C'est publié au Seuil et c'est un livre à lire absolument.